Bonjour à tous, bienvenue sur Zebra TV, une chaîne consacrée à la data science. Je suis Grégory, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le développement d'applications qui s'articulent autour de la data science, dans le domaine du traitement du langage, du computer vision, de l'IoT ou même de la finance. Créer cette chaîne, tout simplement pour moi, c'est une façon de m'exprimer sur le sujet, qui est en même temps une passion. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de compétences en data science, n'hésitez pas, vous trouverez mon lien vers mon profil LinkedIn dans la description de la vidéo. Alors bienvenue dans ce troisième et dernier épisode consacré à l'approche expert contre l'approche data. Donc vous l'aurez compris, on n'essaie pas d'opposer deux approches, on essaie plutôt à travers ces épisodes de débloquer des situations, faire en sorte que les data scientists et les experts collaborent mieux. Pour ça, on va challenger un peu plus l'approche expert par rapport à l'épisode précédent. On va repartir de notre problème exprimé de cette façon. On va élever à nouveau la dimension de x en partant sur 784 dimensions. Donc, plus exactement, il s'agira d'imagettes de 28 pixels par 28 pixels. Ces imagettes contiennent des formes, des chiffres manuscrits. Voilà, donc c'est important de préciser qu'il s'agit de chiffres manuscrits. Ça rend le problème plus difficile d'un point de vue data science. Donc finalement, nous aurons ce qu'on appelle 10 classes à identifier. Alors bien sûr, il s'agit d'un problème très classique en data science qui utilise une base, un dataset qui est bien connu, qui a été créé par Yann Lequin, qui s'appelle MIST. Donc ce qu'on peut souligner, c'est que immédiatement sur ce type de problème, on va observer un différent dans la collaboration entre les experts et les data scientists. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue, d'une certaine manière, nous sommes tous experts de ce problème. Nous possédons tous cette fonction F qui permet de déchiffrer des chiffres manuscrits avec une très grande efficacité, mais par contre, de ce fait, nous allons sous-estimer la difficulté donc de verbaliser des règles de la programmation en mode expert pour finalement automatiser ce problème à l'extérieur. Donc jusqu'à présent, on n'avait parlé que de régression, c'est-à-dire la régression, c'est le cas où y est associé à une variable d'une dimension et représente quelque chose comme une température, une valeur de température ou une valeur de prix. Là maintenant, vous l'aurez compris, on va plutôt parler de classification. Donc dans la classification, on va par exemple utiliser, alors dans notre problème, on aurait 10 dimensions parce qu'on a 10 classes. On va simplement prendre l'exemple d'un vecteur à 3 dimensions, donc qui pourrait représenter 3 classes. Donc là, je vais prendre le soin de redescendre dans une dimension qui est visible, non pas à 784 dimensions, mais en 2D. Donc prenons l'exemple de vecteur x en entrée, qui serait représenté en 2D. Donc où j'associerai la première valeur du vecteur x à un repère, à un axe que je vais appeler x1. Voilà, donc cette première valeur du vecteur x, je l'associe ici. La deuxième valeur du vecteur x, je l'associe à cet axe et je l'appelle x2. Admettons maintenant que je prenne 3 classes, donc j'ai dit que je partais sur 3 classes. Je vais projeter mes points ici, des exemples qui portent le label 2. Donc voilà, ça ce sont les exemples portant le label 2. Maintenant, je vais projeter des exemples portant le label 3. Maintenant, je vais projeter des exemples portant le label 4. Et donc, notre modèle va réaliser une classification, c'est-à-dire qu'il va déterminer les frontières
Donc finalement, c'est f qui va être capable de nous trouver ces frontières. Et finalement, la sortie y, donc par exemple la première valeur du vecteur à 3 dimensions, va être associée à la probabilité qu'on se trouve dans le demi-plan, enfin dans le sous-plan associé aux exemples 4. Donc ici, la probabilité va plutôt être de 1 si on se situe dans ce sous-plan, et elle va plutôt tendre vers 0 si l'exemple, finalement, représente quelque chose qui est différent d'un 4. Voilà, etc. C'est-à-dire que voilà, la deuxième valeur du vecteur va être associée, par exemple, à ce demi-plan. Enfin, pas à ce demi-plan, à ce sous-plan qui représente les 3, etc. La troisième valeur associée au sous-plan qui représente les 2. Donc l'idée d'utiliser une variable y à plusieurs dimensions peut sembler complexe au niveau de l'écriture du modèle, mais on aurait pu essayer d'écrire les choses en 3 équations différentes. Par exemple, on aurait pu écrire une fonction f1 qui est optimisée pour simplement une probabilité à une dimension de se situer dans le sous-plan concernant les exemples du 2, etc. Donc on aurait pu écrire 3 équations comme ça, enfin 3 équations, 3 modèles, qui chacun ont une sortie à une dimension, pour traiter chaque sous-plan séparément. Donc ça, c'est d'un point de vue calcul, c'est sous-optimal. Donc on ne factorise pas du tout les apprentissages. Donc c'est pour ça qu'on regroupe finalement toutes ces sorties à l'intérieur d'un même vecteur à plusieurs dimensions. Donc ici, si je donne un exemple de système linéaire qui me sortirait un vecteur y à 3 dimensions, c'est assez simple à écrire, hein, juste pour l'exemple. Donc ici, j'ai mon vecteur x qui possède ici 784 dimensions. Ma matrice A qui possède ici 784 dimensions. Puis ici, par exemple, si on est sur 3 dimensions, on a 3 dimensions ici, ce qui nous donne un résultat intermédiaire à 3 dimensions, plus B à 3 dimensions, B à 3 dimensions, donc ce qui nous donnerait Y à 3 dimensions. Alors bien sûr, pour ce type de problème, un modèle linéaire ne suffira pas pour obtenir des bons résultats. D'ailleurs, on va voir dans des épisodes suivants que des modèles utilisant des matrices denses ne sont pas les plus pertinents pour résoudre ce problème. On va voir d'autres types de modèles dans les épisodes suivants, mais forcément on va utiliser un modèle qui est plus complexe, un peu comme celui que j'avais déjà évoqué dans l'épisode précédent, c'est-à-dire on partirait donc d'un vecteur x qui est dimensionné à 784. Donc finalement, je réécris le début de mon système de tout à l'heure, enfin du modèle précédent, où j'ai A1, par exemple avec 128 dimensions, ou 256, là j'ai mes 784. Donc ce qui me donne un résultat intermédiaire en 128, plus B1 en 128 aussi. Donc ça que je passe à une fonction non linéaire qui est une fonction d'activation, puis ensuite je peux enchaîner sur un deuxième système linéaire, donc avec une matrice A2 où j'ai justement mes 10 dimensions de sortie. Ici j'ai 128 dimensions, donc mon résultat intermédiaire lorsque je multiplie cette matrice avec le vecteur qui m'est retourné par ma fonction non linéaire. Donc j'obtiens donc un résultat intermédiaire à 10 dimensions auquel j'ajoute B2 à 10 dimensions, et ce qui me donne Y à 10 dimensions. Donc imaginons maintenant qu'on se lance dans la résolution de ce problème en utilisant une approche expert. Tout
simplement parce que on est biaisé par le fait que cette tâche nous semble réellement simple, puisqu'on la maîtrise parfaitement, et on sous-estime la difficulté d'exprimer, de résoudre cette fonction f, d'automatiser cette fonction f sous forme d'une approche expert. Donc comment on pourrait faire bien sûr, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'expérience parce que c'est quelque chose qui est laborieux, chronophage, c'est quelque chose qui est complètement résolu via une approche data. Et c'est tout simplement pour montrer qu'au départ ça paraît facile, mais ensuite voilà, on va se heurter à beaucoup de problèmes. Donc imaginons qu'on prenne déjà, au départ on se limite simplement à 2 classes. Donc on pourrait en premier lieu extraire une caractéristique qui est le nombre de pixels allumés divisé par la taille de l'image. Et finalement, en se disant que la longueur du tracé finalement est plus courte pour le 1 que pour le 0, finalement déjà ce ratio nous permet ensuite d'exprimer des règles interprétables. De cette façon, admettons que ce ratio du nombre de pixels allumés soit inférieur à 1% ou enfin, voilà, à une constante. Finalement, ça nous permet avec certitude d'allumer, de prédire la classe 1, la classe du chiffre 1. Donc on va finalement extraire des informations de dimension inférieure alors qu'on part d'une dimension qui est relativement élevée. On va extraire des ratios, des caractéristiques de ce type qui nous permettent, nous permettent d'abaisser la dimension, qui nous permettent d'écrire des règles de ce type qui sont interprétables. On va poursuivre, on peut par exemple extraire des profils, voilà, projeter les pixels sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Voilà, par exemple pour le 0, ici on va voir un profil qui va être un peu plus épais que pour le 1. Donc on peut mesurer la hauteur de ces profils, h, la largeur, etc. On peut appeler ça HH, LH, V. Donc on peut extraire ce type de ratio, etc. Voilà, donc finalement, on réduit via une approche expert la dimension en programmant ce type de règles. Donc tout ça, ça demande de programmer, c'est-à-dire réaliser les projections, réaliser les comptages de pixels. Donc c'est du code, ce qui nous permet ensuite finalement de créer un vecteur d'une dimension plus faible, x2, et d'utiliser donc ces features. Ce qu'on appelle dans le jargon, ça a un nom, ça s'appelle feature and craft, c'est-à-dire des caractéristiques artisanales, qui peuvent permettre à l'expert ensuite d'exprimer ce type de règles. Mais forcément, pour faire du bon travail, l'expert finalement va être obligé de faire comme dans une descente de gradient. Il va être obligé de comptabiliser ses erreurs, la somme de ses erreurs. Il va être obligé de passer en revue tous les échantillons, tous les exemples, d'extraire ses caractéristiques, de les confronter à ces règles et de comptabiliser les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Et là, on va se rendre compte qu'on peut, en simplifiant trop ce type de règles, on peut tomber sur des cas de figure où voilà, on va avoir un 1 qui a une épaisseur qui est très importante, alors qu'on a un 0 avec un trait qui est très fin, et finalement cette règle ne marche plus.
Donc ensuite, quand on va monter en complexité, quand on va prendre en compte toutes les classes, quand on va prendre en compte des exemples plus difficiles, on va se rendre compte que l'écriture de ces règles devient un véritable cauchemar. Euh, on va se rendre compte que, par exemple, en cherchant à corriger un exemple difficile, on va modifier une règle, et finalement, on va déplacer les erreurs, ça nous amènera à modifier d'autres règles, etc. Et alors qu'une approche data va nous proposer une résolution du problème quasiment directe. Bien sûr, en fait, dans l'industrie, on trouve des problèmes de cette dimension quasiment sous d'autres formes, mais finalement, ça revient à des problèmes qui sont dans cette dimension. Il en existe énormément. Et bien souvent, ce qui est difficile, c'est de convaincre une équipe qui est chargée de résoudre ce type de problème, de passer à l'approche data directement. Souvent, si dans l'équipe, il y a une attirance pour les approches experts, tout simplement parce que les personnes n'ont pas encore été convaincues ou n'ont pas encore vu de résolution de problème via une approche data, bien souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est que on tente l'approche expert jusqu'au bout, jusqu'à l'échec, et finalement, ce qui sonne la conclusion de l'échec, c'est d'y avoir passé trop de temps, et malheureusement, souvent, c'est un temps qui peut être assez considérable avant de passer à l'approche data. Bien sûr, en partant du principe que les données du problème existent, qu'elles sont en nombre suffisant et qu'il est possible de collecter ces données. D'ailleurs, on peut dire aussi que lorsqu'on possède des données qui sont en nombre insuffisant, une approche hybride qui consisterait à réaliser une réduction de la dimension via une approche expert, de cette façon-là, on réduit la dimension finalement manuellement, puis ensuite pour optimiser, écrire directement les règles principales, finalement, on utilise une approche hybride, c'est-à-dire qu'on enchaîne sur un modèle de type data science, un réseau de neurones, extreme gradient boost, voilà, ou d'autres modèles qui sont proposés en data science qui permettent de finalement trouver ces règles et de les optimiser sur un dataset. Donc maintenant, je vais vous proposer de résoudre ce problème via du code Python. Donc pour ça, je déclare les objets. Je vais déclarer un objet qui va me permettre d'envoyer les différents objets créés par le framework PyTorch sur la carte graphique, donc pour accélérer la descente de gradient. Ici, j'utilise un objet qui sera utile pour une expérience que je vais vous montrer après ce premier apprentissage. Ici, j'utilise des objets déjà prédéfinis dans le framework PyTorch qui me permettent de charger le dataset MIST qui est très connu depuis des années en data science. Donc je charge la partie apprentissage et la partie test. Comme je vous avais dit, c'est très important d'avoir deux datasets, de posséder deux datasets. Ce qui est intéressant de noter dans l'API PyTorch, c'est qu'on a la possibilité d'augmenter les données, c'est-à-dire notamment en computer vision, ce qui est très intéressant, c'est ce qui est indispensable d'ailleurs. On a la possibilité d'ajouter des effets miroirs, des rotations, etc. sur les images qu'on cherche à classifier, tout simplement pour faire de l'augmentation de données, c'est-à-dire à partir d'une donnée, créer finalement 10 versions avec des effets différents. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que pour le dataset d'apprentissage, il est très important de réaliser un mélange aléatoire, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas apprendre des séries de la même classe. Sinon, la descente de gradient va vraiment ne fonctionnera pas, tout simplement. Ensuite, on définit des lots de 64 exemples. Donc l'idée, c'est qu'à l'intérieur d'un lot de 64, finalement, on ait une représentation des 10 classes. On ait une chance de
de contenir une représentation des 10 classes. En fait, il y a aussi un effet entre la taille des lots qu'on présente à la descente de gradient et le learning rate. Donc finalement, au plus votre taille de lot est petite, au plus ça signifie que vous avez quelque part un learning rate élevé. Parce qu'une taille de lot importante, finalement, est synonyme d'un gradient qui va être moins incisif. Et inversement, si vous avez une taille de lot, finalement, vous vous rapprochez d'une taille de lot unitaire. Un exemple, bah là, vous êtes dans le cas du gradient stochastique qui, quelque part, est extrêmement violent, extrêmement agressif. Donc vous pouvez, si vous voulez abaisser finalement votre learning rate, une méthode qui est plus efficace finalement, c'est d'augmenter la taille de lot. Quelque part, bah, vous utiliserez mieux votre GPU parce que vous utiliserez des tailles de lot supérieures et donc plus de parallélisme sur votre carte graphique. Ensuite, une fois qu'on a créé ces objets qui permettent de charger les données, on va afficher 10 exemples du dataset. Donc j'affiche 10 imagettes du dataset MIST associées au label qui est imprimé, c'est-à-dire au label qui est associé à l'image. Donc ici on voit le 6 et le label effectivement est 6. Donc finalement j'extrais le premier lot du data loader avec cette ligne. J'efface la cellule pour les besoins de l'animation, je crée une boucle de 10 exemples. Ensuite, j'affiche l'imagette sur cette ligne et je retaille l'image qui possède une dimension en trop. Donc ensuite, je déclare mon modèle conçu pour le dataset MIST. Comme je l'avais présenté dans l'écran précédent, j'ai 2 systèmes linéaires. J'ai un peu surdimensionné la couche cachée intermédiaire. Donc ça permet par exemple de passer de 228 à 256. Ça permet d'augmenter la capacité du modèle. Donc sur cette ligne, en fait, les tableaux arrivent en 2 dimensions, 28 par 28, donc avec la dimension du lot et une dimension supplémentaire. Donc cette ligne permet de finalement enlever une dimension et transformer le vecteur 2D en vecteur 1D à 784 dimensions. Voilà, ensuite j'appelle mon premier système linéaire avec la fonction d'activation. Donc là j'ai utilisé une fonction d'activation ReLU. Donc j'expliquerai dans un prochain épisode l'intérêt de la fonction ReLU par exemple par rapport à d'autres. Et j'enchaîne sur le deuxième système linéaire. Ensuite, j'utilise une fonction d'erreur qui est la cross-entropie, qui est utilisée pour les problèmes de classification. Donc l'idée, c'est une fonction d'erreur qui est plus efficace que l'erreur quadratique. Voilà, pour ça, il faut regarder la démonstration mathématique qui prend en compte, qui utilise, c'est une fonction d'erreur qui utilise des logs, par exemple. Et voilà, il y a une démonstration qui montre pourquoi cette fonction d'erreur améliore la descente de gradient. Donc j'envoie cette fonction d'erreur sur la carte graphique. J'utilise le même optimizer que dans les exemples précédents. Ensuite, j'organise ma descente de gradient avec 20 époques. Je rappelle, un époque, c'est le passage de l'intégralité d'un dataset sous forme de descente de gradient sur le modèle. Puis j'itère sur les lots de mon dataset d'apprentissage. À noter qu'ici, j'envoie directement ces lots sur la carte graphique. Et ensuite, je réalise la même chose que sur les expériences précédentes où c'était des régressions finalement. J'organise ma descente de gradient. Voilà, la step sur l'optimizer.
Je comptabilise même pas l'erreur, voilà, dans cette expérience. Ensuite, je mets mon modèle, voilà, en mode évaluation. Alors là, je l'ai pas fait sur l'expérience précédente. Je crois que ça n'a pas tellement d'importance. Ça a plus d'importance quand on est sur une carte graphique. Voilà, on s'assure de ne plus le mettre en mode apprentissage et surtout on ouvre un contexte ici qui s'affranchit, qui ne prend pas en compte le gradient, tout simplement parce qu'on fait de l'inférence. Ici, on va passer en revue le dataset de test pour comptabiliser l'erreur sur un dataset différent. Par contre, on envoie toujours les exemples sur la carte graphique. Et là, on réalise l'inférence, c'est-à-dire on prend les lots avec les vecteurs X. On réalise la classification cette fois. Donc là, on réalise cette opération argmax, tout simplement. On avait dit que... Donc pourquoi parce que on a notre vecteur en sortie, Y, qui contient la classification. Donc admettons qu'on est 0, 1, voilà, que ici on est 0, l'index 0, qui est arg, en fait, et jusque 9. Bah, finalement, si on a ça, on a un 1, c'est-à-dire que voilà, on a reconnu le 2. Et finalement, le argmax, dans ce cas-là, de Y, ça va être 2. Voilà, donc ensuite, là, ça permet de comptabiliser les erreurs, c'est-à-dire qu'en gros, on présente le vecteur cible dans le même format, on compare avec l'opérateur égalité. Donc ça, ce sont des opérateurs PyTorch, et ensuite on somme sur le lot, et puis on incrémente une variable qui est la précision, accuracy. Voilà, ensuite on divise sur le nombre d'exemples dans le dataset de test. Voilà, donc sans plus tarder, j'exécute la cellule. Donc l'exécution, même si on réalise l'apprentissage sur une carte graphique, les époques sont plus longues que sur les exemples, enfin sur les expériences précédentes. Donc là, on mesure déjà un taux de précision de 94%. Voilà, c'est-à-dire que sur 100 exemples, ici voilà 95, on a déjà 95 bonnes réponses. Voilà, donc on obtient 98% de précision. Donc voilà, bien sûr ça veut dire que sur 100 exemples, on a 98% de chances d'obtenir des bonnes réponses, des bonnes classifications. Bien sûr, on parle du dataset de test. Donc immédiatement, j'ai quasiment copié-collé le test, la cellule qui permettait d'afficher les exemples. Donc ici, j'affiche les exemples et en même temps, je les soumets au modèle. Et je réalise une classification et j'affiche, ici, vous voyez, j'affiche l'imagette, j'affiche son label, sa prédiction, et une phrase qui me dit si c'est correct. Voilà. Donc je vais rejouer une itération. Donc pour ce problème, j'ai pas utilisé le modèle le plus performant. Vous avez des modèles qui existent depuis très longtemps qui atteignent quasiment 100%, sachant que les 100% ne sont pas réellement atteignables. Ils ont laissé une dizaine d'échantillons dans le dataset qui restent très ambigus. Et donc voilà, les 100% ne sont pas atteignables. Voilà, donc maintenant je vais vous partager une expérience. J'ai introduit des fonctions dans l'objet qui consiste à charger les données et à augmenter. Donc j'ai détourné cette fonction tout simplement pour introduire un objet qui n'augmente pas les données mais a pour objet de brouiller finalement les données pour le regard de l'expert. C'est-à-dire qu'on réalise un mélange des lignes, ligne par ligne, en utilisant bien sûr strictement le même ordre d'une image à l'autre. Donc pour ça, on réinitialise le générateur pseudo-aléatoire à 0.
on réalise le mélange des lignes sur cette image et on applique ça sur notre dataset. Donc le plus simple, c'est de voir le résultat. Voilà, donc vous avez le 6, le 3, le 4, le 3, le 8. Voilà, donc on peut reconnaître déjà les chiffres 1. On peut reconnaître le 1. Et l'idée, c'est de montrer aux partisans de l'approche expert que là, l'extraction de caractéristiques va être plus difficile, l'écriture des règles aussi, et va demander au préalable de s'habituer, de s'entraîner en tant qu'humain, en tant qu'expert, à la reconnaissance de ces données. Donc maintenant, tout simplement, sans changer une ligne de code, on va vérifier que notre approche data nous permet de résoudre le problème rapidement. Donc j'étais à 98% d'accuracy sur finalement les données lorsqu'elles ne sont pas brouillées. Donc après 20 époques, on obtient plus de 97% d'accuracy. Donc on augmente le taux d'erreur tout de même, mais on reste dans un ordre de grandeur qui est comparable. Ensuite, ici, je peux vous afficher finalement les échantillons de test, une série d'échantillons de test avec la prédiction qui est correcte dans la version brouillée. On peut même aller plus loin, on peut carrément enlever le générateur pseudo-aléatoire qui est remis ici à 0, ce qui veut dire que chaque image présenterait un mélange des lignes qui est unique. Donc là, on peut faire l'expérience. Donc là, j'affiche des exemples. Alors après 20 époques, on trouve tout de même 75% de bonnes prédictions dans cette version dans laquelle on mélange les lignes dans un ordre totalement aléatoire d'une image à l'autre. Donc c'est assez étonnant de préserver 75% de bonnes prédictions. Bien sûr, le contenu des lignes est inchangé, reste intact. C'est simplement l'ordre des lignes qui est inédit d'un exemple à l'autre. Et malgré tout, le modèle parvient à maintenir 75% de bonnes prédictions. C'est tout pour cette série d'épisodes consacrés au débat qui oppose l'approche expert et l'approche data. Donc l'idée, c'est pas de remplacer les experts dans cette conclusion par des data scientists, mais plutôt j'espère qu'à travers ces épisodes, j'ai pu vous convaincre qu'une meilleure collaboration était possible. Peut-être que par rapport à la complexité des problèmes, peut-être basculer plus rapidement vers une approche data. En tout cas, je pense que déjà dans les collectes de données, il y a toujours besoin d'une expertise pour collecter des données. Si on part du principe que pour notre problème, les données sont accessibles et donc sont éligibles à une approche data, je pense qu'il y a toujours besoin d'expertise concernant la collecte de données. Et il faut toujours finalement enrichir les données avec l'aval des experts. Il n'y a pas de limite non plus dans l'imagination de l'augmentation des données. Et il y a des idées qui peuvent échapper forcément, les idées métiers peuvent échapper aux data scientists. Il n'y a pas de limite non plus dans l'extraction de caractéristiques, la feature extraction d'un point de vue expert, au cas où on manquerait de données, justement pour réduire la dimension du problème. Bon, tout ce que j'évoque, ce sont des idées qui sont déjà connues. Mais je pense qu'il faut également, lorsqu'on passe sur une approche data au final, voilà, donc là je représente plutôt quelque chose qui ressemblerait à une approche hybride. Voilà, donc là, si on organise la décision finale via un modèle data, voilà, un réseau de neurones, un modèle extreme gradient boost ou autre, il faut également éviter de paralléliser des règles
qui viendraient finalement court-circuiter les décisions du modèle. Donc ça, je pense que c'est souvent un réflexe aussi des experts lorsqu'ils détectent finalement une erreur, une erreur sur la prédiction d'un exemple, d'un chiffre, finalement c'est de venir proposer d'écrire des règles en parallèle d'une approche data. Donc ça c'est forcément des choses qui sont plutôt à éviter, mais l'idée c'est plutôt d'enrichir la base avec des exemples plus difficiles, de les augmenter correctement et peut-être effectivement de créer, comme je le répète, une extraction de caractéristiques pour pallier éventuellement à un manque de données. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette série de vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt.